En tout cas, ça fait plaisir de vous voir tous et de voir cette belle représentation de partout au Canada. Donc, moi, mon nom, c'est Jean Légère. Je suis directeur général du réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada. Et c'est très intéressant de vous voir tous et surtout de voir manifester un intérêt à l'endroit de l'avenir et le développement du collégial en français au Canada. Alors, le RCCFC, pour ceux qui le connaissent un peu moins, c'est une organisation qui compte 60 membres. Alors, nous sommes répartis dans l'ensemble du pays, dans toutes les provinces et territoires d'ailleurs. Et nous avons comme membres les collèges, cégeps et organisations vouées à l'éducation en français du côté collégial au Canada. Et j'aimerais souligner la présence de deux de nos membres du conseil d'administration. Je ne les ai pas vus, mais j'ai l'impression qu'ils sont là. Il s'agit de Pascal Sirard, directrice générale du Collège de Bois-de-Boulogne, et également Mélanie Quicla, qui est directrice de l'École technique et professionnelle de l'Université de Saint-Boniface. Alors, Bonjour. bonjour, vous êtes là, Pascal et Mélanie? Oui, Excellent. bonjour tout le monde. Bonjour, Pascal. Et Mélanie est peut-être là. Peut-être son micro Oui, sur. non, j'avais dit bonjour. Ah, je suis désolé, je ne vous avais pas entendu. Alors, l'événement d'aujourd'hui est présenté en marge des États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire. Je souligne d'ailleurs la présence des co-organisateurs, la CUFC et également la FCFA. Alors, je vous invite d'ailleurs à participer aux activités qui vont être organisées d'ici à la fin du mois de mars. Et pour avoir plus d'informations sur ces États généraux, je vous invite à visiter leur site web qui est très, très bien fait d'ailleurs et à vous inscrire surtout aux activités. Vous avez à l'écran à côté de moi l'adresse du site Internet pour participer aux États généraux. Alors, le déroulement sera le suivant. Nos deux chercheurs de la firme Socius, donc Mark Johnson et Jason Lukaroff, nous présenteront le fruit de leur recherche et par la suite, ils animeront une période de questions et des commentaires. Et donc, les questions et les commentaires dans la mesure du possible, puisque nous sommes un grand nombre de personnes, de peut-être poser les questions via le clavardage. Il est quand même possible qu'on puisse admettre quelques questions de personnes à l'écran. Donc, place à notre rapport maintenant. Le conseil d'administration du RCCFC a cru opportun à ce moment-ci de mieux comprendre le contexte dans lequel évoluent ses membres, donc les cégeps, collèges, et les défis aussi que ces organisations, ces établissements font face. Alors, l'avenir du secteur collégial est un point tournant, non seulement en raison des défis reliés à la pandémie, mais aussi aux défis reliés au contexte numérique et les changements sociétaux qui se font de plus en plus rapidement. Alors, nos établissements doivent de plus en plus accroître leur pertinence dans leur milieu. Alors, ce document ici qu'on vous présente aujourd'hui, justement, vise à aider le réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada à être encore plus pertinent pour ses membres, pour un peu orienter ses actions et ses objectifs. Alors, il me fait plaisir de souhaiter la bienvenue à nos deux animateurs, nos deux chercheurs, Mark Johnson et Jason Lukaroff, et je leur cède la parole. Bonjour Jason, bonjour Mark. Bonjour. Alors, merci Jean. Je vais commencer. Donc, c'est moi c'est Mark Johnson. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter les résultats de notre étude. Une étude qu'on a avec Jason, donc une étude qu'on a réalisée printemps-été essentiellement. Donc, on était une équipe composée d'Isabelle Creusot, Virginie Simon, Catherine Perron, Jason Lukaroff et moi-même, alors qui porte sur l'avenir et le développement du collégial en français au Canada. Rapidement, je pense que Jean a pas mal parlé de l'initiative, mais peut-être que je dirais encore quelques mots, 2 ou 3 mots sur la méthodologie,
Ensuite, Jason va vous faire part des constatations principales, puis je reviendrai avec les conclusions. Ceux d'entre vous, quand vous vous êtes inscrits, vous avez eu accès au rapport et vous avez peut-être noté que c'était marqué ébauche sur le rapport. On a laissé ébauche parce qu'on veut aussi que cette présentation-ci, la discussion qui va en découler, puisse être une partie de la validation. Donc, le rapport, on va le peaufiner, l'ajuster en fonction des choses qu'on va entendre encore aujourd'hui. Alors, comme l'a mentionné Jean, le RCCFC, le réseau des cégeps et collèges, était intéressé à peut-être mieux comprendre, mieux saisir toutes les forces qui sont en jeu actuellement dans le secteur globalement de l'apprentissage et en particulier de la formation collégiale, que ce soit à l'échelle du monde ou ici même, au Canada et au Québec. Il y a des préoccupations au sujet de la complétude du réseau collégial francophone au Canada. Donc, on sait qu'il y a encore des provinces et territoires qui n'ont pas accès à leur propre établissement collégial. D'autres ont accès, mais pas tellement de financement, pas tellement de ressources, etc. Donc, il y a un défi à ce niveau-là. Et il y a aussi une volonté d'accentuer la collaboration. Et c'est un peu le mandat du RCCFC entre les collèges, les cégeps, entre les collèges entre eux, entre les cégeps et les collèges, etc., dans une dynamique francophone à travers le pays. Alors, le rapport que vous avez sous les yeux, donc, c'est le document de réflexion qui découle de ceci. Alors, au niveau méthodologie, c'est assez simple. On a jeté un coup d'œil, on a fait une revue des écrits, tant scientifiques que dans les écrits, disons, émanant d'institutions, donc ce qu'on appelle la littérature grise. On a fait une série d'entretiens avec des gestionnaires, des administrateurs d'établissements collégiaux partout au pays. Et on a donc validé à différents moments nos constatations, y compris aujourd'hui même avec. Si on continue un petit peu, donc je vais laisser maintenant Jason vous parler de comment qu'est-ce qu'on a constaté autour de différents enjeux principaux. Jason. Alors, merci Marc. Premièrement, ce fut un grand plaisir de travailler avec Jean, avec la CCFC, les membres du conseil d'administration qui ont réagi déjà aussi à des premières versions de ce travail et avec les directions des différents collèges et cégeps. On sent qu'il y a un intérêt à avoir le portrait le plus complet, le plus nuancé possible du réseau, mais aussi des enjeux et défis auxquels les cégeps et collèges font face. Donc, ce qu'on vous présente, c'est à la fois de vouloir atteindre l'objectif d'un portrait le plus précis possible, mais aussi d'identifier avec donc les cégeps et les collèges et avec les directions en particulier, lesquels défis et enjeux sont les plus pressants et qu'est-ce qu'on peut envisager comme solution possible pour y faire face de façon efficace et réaliste. Donc, dans les constatations, une première principale caractéristique du réseau collégial au Canada, c'est certainement sa diversité. Ça ressort de tous les entretiens qu'on a faits. Ça dépend d'abord de politiques établies par chaque province et territoire. Donc, travailler ensemble des collèges et des cégeps au Canada, ça signifie faire avec des différences assez importantes d'un territoire et d'une province à l'autre. Donc, ça signifie trouver des façons innovantes de collaborer pour passer outre les contraintes qui pourraient se présenter, qui seraient liées aux différences qui existent entre les institutions. En Ontario et l'île du Prince-Édouard, par exemple, les collèges ont été créés afin de combler les besoins des étudiants qui ne répondaient pas aux exigences des universités. En Colombie-Britannique, en Alberta, les collèges offrent un enseignement technique de pointe tout en permettant aux étudiants de terminer leur diplôme à l'université. Donc, déjà, c'est une réalité un petit peu différente. La Saskatchewan compte sur des collèges sans murs accessibles en région et sur des instituts technologiques en milieu urbain. Et au Québec, il y a 48 collèges d'enseignement général et professionnel, les cégeps, qui se distinguent premièrement par le fait que les études y sont quasiment gratuites. Là, gratuites, c'est exagéré, mais quasiment gratuites et qui offrent à la fois des formations techniques et préuniversitaires. Donc, l'idée au cégep de la formation qui est semblable dans tous les cégeps, qui comportent des cours obligatoires. Et cette formation obligatoire-là, évidemment, est aussi présente dans les techniques. Donc, les techniques du cégep se distinguent sur certains aspects des programmes professionnels qu'on peut retrouver dans les collèges francophones des autres provinces.
Alors, en ce qui concerne le réseau francophone, la situation du collégial au Québec et dans le reste du Canada est très différente, que ce soit au niveau de l'accès, des droits d'inscription, de la gamme des programmes offerts. Et les collèges francophones font face à une forte compétition de la part des établissements anglophones. Alors, qu'est-ce qu'ont en commun les collèges et les cégeps? Évidemment, c'est francophone, c'est de faire face à cette compétition-là qui vient du milieu anglophone. Mais c'est aussi la force d'un réseau, la possibilité de collaboration. Et c'est là-dessus, évidemment, qu'on tente de tabler à travers les analyses qu'on fait avec vous, avec les directions de collèges et de cégep. Alors, les gestionnaires interrogés constatent que le réseau collégial est plus présent sur le territoire et que le réseau universitaire et qui est aussi plus accessible et près des communautés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ça aussi dans des écrits qui portent sur ce que le milieu a comme perception des institutions. Donc, les personnes qui sont impliquées dans différents milieux associatifs ou privés ou dans différentes instances ont aussi cette perception-là que le milieu collégial permet un lien avec le milieu académique et permet aussi une accessibilité très, très grande puisqu'il y a des collèges et des cégeps un peu partout sur le territoire. Et les gestionnaires estiment aussi que le réseau collégial peut exercer un rôle de leadership important pour la francophonie canadienne. Donc, on a dans ces constatations-là l'idée qui ressort qu'il pourrait probablement y avoir encore plus qui puisse être fait en tant que réseau des collèges et cégeps pour exercer un leadership dans la francophonie canadienne. Il y a aussi des diagnostics qui sont faits des grandes institutions. Le futur de la formation et de l'emploi prend forme dès à présent et appelle des transformations majeures. Alors, il y a une réflexion, entre autres, qui a été menée au Québec sur l'avenir de l'université. Et c'est un peu ce qui a donné l'idée à Jean de mettre en place cette étude-là. C'est qu'il s'est dit, il y a certainement des défis qui sont spécifiques au collège et au cégep. Il y a certainement des réalités qui leur sont propres aussi. Puis il y a certainement des opportunités qui sont particulières aussi pour les cégeps et les collèges francophones au Canada. Donc, en ce qui concerne les tendances, les grandes tendances qui ont été évoquées, par exemple, dans le rapport Quirion, le numérique, le vieillissement de la population, les migrations massives, la diversification ethnique, culturelle, religieuse, la surabondance d'informations, les fausses nouvelles, la privatisation de l'information. Le premier constat qu'on fait, c'est qu'on retrouve ces mêmes préoccupations-là dans le milieu collégial. Il y a donc des préoccupations et des grandes tendances qui sont transversales, qui concernent à la fois les universités et les collèges. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que les collèges et cégeps auront des façons différentes d'y réagir et d'offrir de la formation et de faire de la recherche et d'avoir des liens avec la communauté pour y faire face. Alors, les gestionnaires interrogés, ils reconnaissent ces tendances, mais se demandent si les bailleurs de fonds en prennent la pleine mesure. Si les équipes de gestion ont envie de prendre part au changement, elles craignent que leur réseau collégial ne soit pas équipé pour y faire face. Alors, il y a certaines de ces tendances-là qui donnent le goût aux directions de dire il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait faire, mais est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce qu'on a les ressources humaines? Est-ce qu'on a le financement? C'est là qu'il y aurait probablement un travail de concertation à faire et de sensibilisation des gouvernements pour que du financement approprié puisse être prévu pour faire face à certaines de ces tendances-là et certains des enjeux qui ont été mentionnés par à peu près toutes les directions qu'on a interrogées. Les gestionnaires interrogés déplorent aussi que les collèges proposent des formations qui sont encore trop axées sur les connaissances, alors que les entreprises veulent attirer des employés qui ont des compétences telles que la créativité, sens de la persuasion, aptitude pour la collaboration, gestion de temps. Alors, on a vu que dans certaines provinces, par exemple, l'apprentissage expérientiel, les pédagogies actives qui visent le développement de compétences prennent plus de place que dans d'autres provinces ou territoires. Donc, on voit déjà qu'il y a des inégalités. On n'est pas rendu exactement au même endroit, on n'a pas les mêmes perceptions, on n'a pas les mêmes ressources par rapport à ça d'une province à l'autre. C'est un des enjeux qui se présentent. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que toutes les directions considèrent que c'est important, qu'il y a moyen de garder une formation générale, fondamentale, importante, tout en assurant aussi le développement de compétences. Donc, ça peut cohabiter dans une institution d'enseignement, cette idée-là de vouloir développer des compétences précises qui correspondent à des besoins sur le marché du travail, tout en gardant aussi une formation générale qui permet, comme le dit l'expression, d'avoir aussi des têtes bien faites qui permettent de bien réfléchir et non pas seulement développer des compétences. Alors, les gestionnaires disent que les collèges doivent être à l'avant-garde dans la façon de former les futures générations avec agilité, flexibilité, écoute des besoins émergents
Et certainement que le RCCFC pourrait jouer un rôle important dans la capacité d'observer, d'analyser, de voir comment le réseau pourrait intervenir au nom des collèges et des cégeps et avec les collèges et cégeps. Alors, face aux défis qui sont à l'horizon collégial, il y a un danger pour les établissements francophones de se diviser par intérêt, par région, par province, par territoire. Tous reconnaissent ce danger-là de faire en sorte de travailler en silo, de travailler séparément et de faire face aux défis en ne travaillant pas ensemble, mais travaillant plutôt en compétition, en demandant une province à la fois des financements et en se séparant même des fois à l'intérieur même d'une province. Alors, comme ces défis et enjeux sont les mêmes, les gestionnaires gagneraient à travailler ensemble et à s'assurer que leurs associations et regroupements soient complémentaires et non en compétition. Alors, il y en a plusieurs qui ont mentionné aussi, le RCCFC fait très bien son travail de se positionner avec les autres acteurs qui travaillent avec les collèges et cégeps. Il faut continuer dans cette voie-là. Alors, il faut que l'ensemble des acteurs dans la francophonie canadienne travaillent ensemble, mais aussi l'ensemble des acteurs qui concernent l'enseignement supérieur, de façon à fixer des objectifs communs, mettre les ressources ensemble, mutualiser certaines ressources pour pouvoir faire face à ces enjeux-là. Alors, il y a une certaine forme de mutualisation des ressources qui peut être pertinente à travers le Canada et la logique de compétition est évidemment nuisible à cette mutualisation-là, donc éventuellement nuisible au développement aussi de la francophonie canadienne et d'un écosystème de l'enseignement supérieur qui soit efficace. Alors, il y a des enjeux de gouvernance, évidemment, qui ressortent autour de ça. La gouvernance des établissements collégiaux francophones, c'est une thématique qui a été centrale dans les préoccupations. Il n'y a pas un entretien qu'on a fait où les gestionnaires ne nous ont pas parlé de gouvernance. À l'échelle du Canada, ça fait partie aussi des différences d'une province à l'autre et d'un territoire à l'autre. Les modes de gouvernance varient énormément. Lorsque les collèges sont intégrés, par exemple, à la gouvernance d'une université, ils bénéficient des assises et des ressources de cette université-là, mais ils perdent aussi une certaine agilité que certains collèges et cégeps ont davantage parce qu'il faut passer par le processus d'approbation universitaire qui sont plus longs et qui se déroulent parfois en anglais seulement. Je m'excuse. Je me suis accroché dans mon clavier. Et selon les gestionnaires du Québec, lorsque le ministère s'est désengagé de ses responsabilités de direction du réseau collégial, la Fédération des cégeps a su développer et a dû développer même une nouvelle expertise en gouvernance, mais l'autorité est toutefois demeurée au niveau du ministère. Donc, au cégep, on voit qu'il y a en particulier une certaine difficulté à avoir certaines responsabilités, mais pas nécessairement la possibilité de prendre des décisions. Donc, les dirigeants ont l'impression de mettre beaucoup de temps sur la reddition de comptes, ce qui les empêche de se concentrer sur leur mission première. C'est aussi quelque chose qu'on a entendu chez les directions de collège dans les autres provinces, mais de façon un peu différente. Les gestionnaires des cégeps réclament donc une plus grande autonomie pour les établissements à l'image d'une société d'État qui répond de ses actions, de ses budgets, de sa mission, mais qui conduit ses propres opérations. Donc, on voit nettement une différence entre la façon de traiter les universités et les cégeps au Québec et probablement que ce serait plus profitable pour tous de faire en sorte que les cégeps soient vus comme des institutions d'enseignement supérieur comme les autres et qu'on leur accorde une autonomie semblable à celle des universités. Les enjeux de financement, évidemment, sont importants. On en a entendu parler beaucoup. Le financement du collégial, c'est un sujet épineux à certains égards. Les coupures budgétaires, les ressources limitées pour le développement, l'absence d'augmentation du financement de base depuis des années empêcherait les institutions de demeurer compétitives. Et il y a essentiellement deux modes de financement du secteur collégial au Canada. Au Québec et en Ontario, en Saskatchewan, les financements de base sont distribués en fonction du nombre d'inscriptions. Puis ailleurs, le financement est établi sur une base historique qui est ajustée à chaque année en fonction des nouveaux programmes ou des nouvelles initiatives gouvernementales. Mais depuis 2008, ce qui fait déjà un certain temps, alors que les fonds continuent à augmenter en raison de l'inflation et des nouvelles demandes d'étudiants, de professeurs, et plus de services qu'on a à offrir aux étudiants, le soutien gouvernemental est resté fixe. Alors, l'écart qui est croissant entre les coûts institutionnels et le soutien des gouvernements a été principalement couvert par les revenus provenant des frais de scolarité payés par les étudiants internationaux. Alors, vous savez tous qu'est-ce que ça fait à un moment où on reçoit moins d'étudiants internationaux, comme pendant la pandémie l'an dernier, on se retrouve avec un déficit important. Alors, au Canada, la survie des collèges dans les petites communautés francophones est difficile, incertaine. Des fonds additionnels seraient parfois octroyés, mais à la dernière minute, avec des délais d'utilisation courts. Donc, ça nous prend un engagement pour le réseau des collèges francophones et pour les cégeps au Canada
un engagement financier qui permet de planifier à long terme, qui permet aussi de passer à travers des différences qu'il peut y avoir dans les inscriptions des étudiants et qui reconnaît aussi un mandat particulier pour la francophonie canadienne, un mandat culturel particulier et un mandat particulier aussi d'institutions de petite taille dans certains cas, qui ont un rôle particulier à jouer dans la communauté et qui ont un rôle à jouer même sur le plan social. On ne pas reconnaître ce mandat-là, c'est faire en sorte que des institutions aient certaines responsabilités pour lesquelles elles ne sont pas financées et donc se retrouvent avec une gestion des ressources humaines qui est très difficile. Un autre enjeu qui est important aussi, c'est celui de la collaboration collégiale. Alors, les différents régimes collégiaux des provinces et territoires compliquent les collaborations entre les établissements. Selon tous les gestionnaires qu'on a consultés, là, c'est vraiment tout qu'on a choisi de mettre ici, chaque province ou territoire ayant ses propres normes, le transfert des crédits entre les établissements est souvent compliqué. Alors, la recherche le montre. Il y a peu de mobilité au collégial et au cégep. Peu de mobilité d'étudiants d'une province à l'autre et même d'une région à l'autre. On s'inscrit au collège ou au cégep qui est le plus proche de chez nous. Alors, les collaborations sont notamment plus difficiles pour les programmes régis par des ordres professionnels qui sont provinciaux. Alors, la plateforme Collège-Co du RCCFC est vue comme un moyen très intéressant, ça on a entendu beaucoup, de favoriser les collaborations, notamment lorsque les partenaires sont complémentaires. Les partenariats entre les cégeps et les collèges francophones au Canada se feraient souvent dans des initiatives de développement international, mais on pourrait voir ça comme une avenue intéressante pour développer davantage de partenariats et faciliter la mobilité, notamment en reconnaissant en bloc, par exemple, des participations, évidemment, dans des programmes qui ne sont pas régis par des ordres, mais une participation, par exemple, à une session complète dans une autre institution. Et il y a moyen de reconnaître en bloc, un peu comme les institutions du Québec le font avec la France, la participation à une session complète au Québec, c'est reconnu en bloc en France après pour les étudiants qui retournent chez eux. Donc, il y a peut-être quelque chose là qui serait à réfléchir pour encourager de la mobilité étudiante. Ensuite de ça, il y a l'enjeu aussi des collaborations entre les cégeps et les universités. Alors, on connaît bien, Marc et moi, cette réalité-là pour l'avoir étudiée sous différents angles. Les institutions ont évidemment des mandats légèrement différents. Entre les collèges et les cégeps, il y a déjà des différences. Entre les cégeps et l'université, il y a beaucoup de similitudes, mais il y a des différences aussi. Alors, les ententes entre les collèges et les universités existent et présentent un intérêt certain. Ce qui est intéressant à voir, c'est que les collèges et les cégeps souhaitent collaborer davantage avec les universités et on l'entend aussi du côté des universités. On l'a lu d'ailleurs dans le rapport Quirion. Mais les universités reconnaissent davantage la formation collégiale comme étant de l'enseignement supérieur qu'avant, mais il faut encore expliquer les particularités du milieu collégial et il faut encore aussi expliquer les particularités du milieu universitaire aux acteurs qui œuvrent dans le milieu collégial pour favoriser des collaborations fécondes qui tiennent compte des objectifs de chacun. Il n'y a pas la même mission de recherche exactement dans les établissements collégiaux et cégep. Et il faut reconnaître la part que toutes ces institutions-là peuvent avoir dans des projets communs. Donc, surtout pour les formations qui relèvent des ordres professionnels, il y a des enjeux là aussi de reconnaissance des particularités des différentes institutions. Les universités auraient compris que le développement des ententes d'arrimage entre programmes collégiaux et universitaires, par exemple les DEC-BAC au Québec, sont des outils de recrutement, ce qui explique qu'on en voit davantage. Elles seraient intéressées à faire des articulations là où les objectifs de recrutement se rejoignent, mais selon les gestionnaires consultés, il y aurait beaucoup plus qui pourrait être fait dans les collaborations entre les cégeps, les collèges et les universités. Et il y a probablement une nécessité de trouver des acteurs qui sont capables, dans des partenariats, d'expliquer ce que souhaite le milieu collégial, ce que souhaite le milieu universitaire et qu'est-ce qui peut faciliter les arrimages. Les gestionnaires consultés notent souvent que les arrimages collèges-universités peuvent être frustrants. Ils observent des conflits de culture. On a entendu du côté du collégial ou du cégep qu'on doit parfois gérer des perceptions de snobisme académique chez les enseignants au collégial, les professeurs collégiales et dans les cégeps qui ressentent ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils ressentent ça? Comment on peut agir là-dessus? Ça pourrait faire partie de solutions envisagées et de façon d'améliorer les partenariats. Il y a aussi une rigidité qui est évidente des protocoles universitaires. Les professeurs universitaires aussi s'en plaignent. Et parfois, les acteurs d'une institution ou de l'autre ne comprennent pas nécessairement le mandat particulier ou distinct du travail des professeurs dans une institution ou l'autre. Donc, de bien clarifier
qu'est-ce que chacun doit venir chercher pour que ce soit profitable pour son institution, favoriserait des partenariats peut-être plus féconds encore. Ensuite de ça, il y a l'enjeu des programmes. Quand ils voient arriver sur le marché des fournisseurs privés de formation, les gestionnaires reconnaissent que autant le milieu collégial et cégep que les universités doivent réagir. On a un pourcentage de plus en plus grand des formations qui ne se donnent plus par les institutions académiques d'enseignement supérieur officielles financées par l'État, comme c'était le cas auparavant. Alors, il y a de plus en plus d'ordres professionnels qui font appel à des entreprises privées qui font appel à d'autres entreprises privées qui offrent de la formation. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils vont préférer l'entreprise privée dans certains cas? Je pense que c'est une question que les collèges, cégep et universités doivent se poser. Et qu'est-ce qui peut être fait pour que ces besoins-là puissent être comblés aussi par nos institutions académiques financées par l'État? C'est des questions importantes. Les gestionnaires sont à l'affût des besoins de l'industrie autour d'eux et ils pensent qu'un travail de concertation, là aussi, pour identifier les besoins et s'assurer de répondre aux besoins de la formation continue aussi ou de la formation en entreprise pourrait être intéressant. Il y a une autre observation qui est en lien avec ça aussi, c'est qu'il y aura de plus en plus de parcours à temps partiel, de plus en plus de retour aux études, de plus en plus de retour au cégep ou au collège après avoir été à l'université pour venir chercher des formations très spécifiques. Donc, la capacité de créditer rapidement, de reconnaître les compétences, ça va être important pour demeurer compétitif par rapport à l'entreprise privée qui offre aussi de plus en plus de formations. Par rapport maintenant à la pédagogie, l'approche de formation par compétences, en réponse à une certaine déconnexion qui a été recensée entre les besoins des employeurs et les formations traditionnelles, présente un certain nombre de défis, entre autres dans l'accompagnement des enseignants, dans l'évaluation par compétences, puis dans l'adaptation aussi des formations. La formation en entreprise, elle peut être intéressante parce qu'elle favorise l'approche par compétences. C'est aussi une occasion pour les institutions d'avoir accès à des laboratoires, des espaces un peu partout sur le territoire. Mais c'est un défi d'assurer le soutien pédagogique qu'il faut et le développement professionnel qui va correspondre aux besoins aussi des professeurs. Alors, les enseignants s'intéressent à leur spécialisation, mais ce que les directions mentionnent, c'est qu'ils font quand même peu d'activités de réseautage ou de développement continu en lien avec les nouveaux enjeux. Alors, est-ce que là aussi, à la fois la RCCFC, les directions de collège pourraient travailler ensemble de façon à offrir une formation continue, un développement professionnel, un perfectionnement intéressant pour les professeurs pour faire face aux nouveaux enjeux, aux nouveaux défis? Ça pourrait être intéressant aussi. En ce qui concerne la recherche, le développement de la recherche, et là, c'est vraiment au dire à la fois des directions qu'on a rencontrées, que ce qu'on retrouve dans les écrits qui portent sur la recherche au collégial, se fait lentement, mais de façon progressive. Il n'y a pas de recul, il y a toujours une progression dans un développement de la recherche continue, et c'est surtout appliqué et axé sur l'innovation. Alors, il y a une recherche qui se fait qui est assez distincte, qui est assez spécifique dans les collèges et les cégeps, et les gestionnaires consultés considèrent que certains défis importants freinent le développement de la recherche. Le collégial est souvent vu comme ayant une mission d'enseignement seulement, et même dans des cégeps ou des collèges où il se fait beaucoup de recherche, les directions se butent à cette perception-là. Donc, il y a une nécessité de changer la perception en disant les collèges, les cégeps font partie des institutions d'enseignement supérieur et ils ont un mandat qui inclut, qui intègre notamment la recherche. Alors, ce travail-là va devoir se faire pour que les universités aussi autour, mais l'ensemble des institutions reconnaissent cette mission-là des cégeps et collèges. Les enseignants, par contre, ont un temps consacré à la recherche qui varie beaucoup d'une institution à l'autre. Souvent, ils n'ont pas nécessairement le financement qui permet de mener à bien les initiatives. Lorsqu'ils ont le financement, d'autres fois, c'est la capacité d'être dégagé d'enseignement qui n'est pas simple. Les processus en place dans les collèges et les cégeps, et là encore, c'est au dire de la direction, des directions elles-mêmes, n'ont pas encore suffisamment intégré l'agilité nécessaire pour faire face à un projet qu'on peut accueillir et être capable de dégager rapidement un professeur pour pouvoir faire le travail. Donc, si on veut que les collèges et cégeps soient davantage compétitifs et puissent saisir les opportunités en recherche, il va probablement falloir penser à des façons de faire qui vont faire en sorte que les enseignants collégiales vont pouvoir plus facilement embaucher pour les aider à faire des projets,
et aussi plus facilement être libérés. Alors, la recherche au collégial est généralement appliquée et les chercheurs sont portés vers le transfert surtout. Et pour l'instant, aux yeux et dans la perspective des professeurs autant que des directions, ils vont faire beaucoup de transferts de connaissances, mais parfois, ils n'auront pas le temps de publier leurs résultats. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de recherches faites au collégial qui restent sous forme de rapports internes ou qui restent sous forme de rapports qui ont été présentés dans un colloque, mais qui ne se retrouvera pas dans les écrits scientifiques que les chercheurs ou que l'ensemble de la communauté de recherche peut consulter par la suite, ce qui enlève un petit peu de valeur à la démarche parce que les autres chercheurs ne peuvent pas y avoir accès après. Donc, il y en a qui mentionnent aussi que ce serait important de s'assurer d'aider, d'accompagner, de soutenir les professeurs pour qu'ils puissent diffuser leur recherche. En ce qui concerne le recrutement étudiant, les inscriptions dans les collèges et cégeps au Canada ont beaucoup augmenté et la hausse a été fulgurante à certains endroits, surtout en raison des étudiants internationaux. On est passé de quelques centaines, là, pour vous donner un exemple, en 92 à environ 140 000 en 2020. Alors, c'est une augmentation quand même assez importante. Mais selon les gestionnaires consultés, les clientèles potentielles du collégial continuent de provenir du secondaire, de l'international et des adultes qui reviennent en formation. Pour les plus petits collèges, les enjeux de recrutement tournent autour d'une gamme plus limitée, évidemment, de programmes et de services offerts et ils ont des difficultés liées à la visibilité. Alors, ce qu'il y en a qui mentionnent, c'est qu'il y aurait peut-être un travail qui pourrait être fait de concertation entre les collèges francophones au Canada pour que l'offre puisse bénéficier de l'offre des autres collèges. C'est-à-dire qu'un même collège pourrait peut-être offrir des programmes qui existent dans un autre collège au Canada et il pourrait avoir des partenariats dans l'offre de ces programmes-là. Il y a aussi un constat qui est fait, c'est que malheureusement, il y aurait un bon nombre d'étudiants qui sont francophones, qui sont dans des communautés francophones un peu partout au Canada, mais qui perçoivent l'institution francophone comme étant de moindre valeur, de moindre importance, qui perçoivent le diplôme comme étant de moindre importance, et donc qui choisissent une formation en anglais en se disant ça va être meilleur pour moi, le diplôme va avoir plus de valeur et l'institution va avoir plus de valeur. Donc, il y a probablement un travail aussi par rapport à l'image, à la perception qui devrait être fait par le réseau en entier pour valoriser la formation en français au Canada. Ben, merci, Jason, pour toutes ces bonnes idées que tu as bien su synthétiser. Donc, pour les détails, vous pouvez toujours lire le rapport. Il y a certainement plus de nuances, mais je pense que les points clés sont là. Donc, pour conclure, je vous rappelle qu'on a fait une étude où on a essayé de faire une lecture des changements qui sont en cours dans le monde de l'apprentissage, dans le secteur collégial. Quelles sortes de défis ces changements-là posent aux directions générales, aux administrateurs des établissements collégiaux et quelles sortes de stratégies ils envisagent pour relever ces défis. Il y a des atouts évidents pour le collégial. Déjà, la question des compétences, c'est déjà un acquis, c'est-à-dire que souvent les formations sont déjà basées sur les compétences, vu l'historique des collèges, par exemple, en formation technique et professionnelle. Il y a aussi une agilité de développement de programmes que, par exemple, les établissements universitaires ont moins. Il y a par contre des limites qu'a souligné Jason, des directives ministérielles ou une emprise ministérielle qu'on a nommée ainsi tout à l'heure, qui peut à la fois ralentir alors que l'agilité permettrait d'aller plus rapidement, des ressources plus limitées pour faire la recherche, une compétition assez accentuée de la part du secteur anglophone aussi. Mais ceci dit, il y a une série de chantiers sur lesquels qui semblent être des pistes intéressantes pour l'avenir. Évidemment, au niveau de la programmation, de la pédagogie, il y a des choses à faire. Les administrateurs des collèges sont bien conscients de l'importance d'avoir des thématiques de formation qui sont à jour, toujours en phase avec le temps présent, de toujours utiliser aussi des formats de plus en plus flexibles
Vous savez, on parle de micro-simplification, on parle évidemment de toutes les formules hybrides, etc. Ça, c'est au niveau peut-être plus des programmes. Au niveau pédagogique, évidemment, les pédagogies actives, inclusives sont de plus en plus évoquées, mises en pratique, réimaginées constamment. Ça, c'est important. On ne peut pas faire fi de ce volet. Côté recherche, c'est aussi un chantier. On a vu, Jason a bien mis le doigt tout à l'heure sur le fait que la recherche, elle existe, elle est en progression, elle est parfois marginale. Il y a un défi de renforcement des capacités en matière de recherche et parfois d'aller au-delà de la recherche et de penser en termes de mobilisation des connaissances qui peut être associée à la recherche dans la mesure où, dans la mobilisation des connaissances, on produit aussi des nouvelles connaissances, mais on mobilise aussi des connaissances qui sont d'autres registres que la connaissance scientifique ou pratique également, qui sont mobilisés, puis d'une façon participative avec les milieux avec lesquels on travaille. Et évidemment, l'innovation est importante en recherche. Autre chantier, le perfectionnement du personnel, évidemment, pour répondre aux enjeux pédagogiques, pour répondre aux enjeux technologiques et aussi, si on veut aller en recherche, pour répondre aux enjeux méthodologiques, parce que souvent les professeurs du secteur collégial n'ont pas suivi les mêmes types de parcours de formation que les professeurs universitaires, par exemple, où les méthodologies sont omniprésentes, donc le perfectionnement méthodologique du personnel. La collaboration, c'est un mot-clé qui traverse, je dirais, qui est vraiment transversal à toute la problématique du collégial. Partage et co-développement de programmes. Donc, on peut partager des programmes, mais on peut aussi les développer à plusieurs et les faire bénéficier. Donc, ce que Jason appelait la mutualisation des ressources, bon, qui est là aussi. Donc, certains collèges en ont plus, certains cégeps en ont plus. Donc, mutualiser au bénéfice de l'ensemble. Et c'est surtout important pour la francophonie canadienne. La collaboration collégiale universitaire, donc les arrimages de programmes, soit du collégial vers l'universitaire et de plus en plus de l'universitaire vers le collégial. Ça, c'est la recherche l'évoque souvent, même les praticiens en ont parlé, avec la formation des adultes, la formation tout au long de la vie. Parfois, les chemins, les parcours sont moins linéaires qu'ils l'étaient auparavant. Partage, colocation, économie d'échelle aussi, comme plusieurs établissements à travers le Canada qui combinent à la fois des universités et des collèges. Et la collaboration, mais aussi tout l'enjeu de l'autonomie de gouvernance, qui est important pour les collèges. Finalement, complétude collégiale, il y a 2 territoires qui n'ont pas d'établissement collégial actuellement, le Nunavut, les Terre-Neuve et Labrador, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas certaines formations qui peuvent être offertes sur ces territoires-là par d'autres établissements, mais il n'y a pas encore, enfin cet été ou ce printemps, il n'y en avait pas. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en germe actuellement, mais on peut dire que la complétude collégiale, complétude institutionnelle au niveau collégial est toujours un défi. Je crois que ça nous amène à vous dire merci et à une discussion, entendre vos commentaires, vos questions pour aller plus loin, clarifier des choses, etc. Alors, Jean. Merci beaucoup, Marc. Est-ce qu'on a des questions en banque? Très enrichissant comme présentation. Merci énormément pour votre travail. Et comme Jason et Marc l'ont dit, on aimerait vraiment avoir vos opinions, vos commentaires sur ce document-là, qui est encore sous une forme ébauche. Donc, on veut vraiment pouvoir le raffiner et votre contribution peut certainement nous aider grandement. Alors, on peut prendre des questions par clavardage. Je vois une question, Jason, de Cyril Simard. Alors, il y avait un commentaire comme quoi la création de la plateforme Collège Co est une excellente initiative. En effet, ça va faire partie là, de la version finale du rapport, qui, soit dit en passant, va aussi être publié. Hein. C'est important pour Jean, Marc, moi, puis toute l'équipe, de faire en sorte que non seulement ça vous soit présenté, que vous puissiez commenter, etc., mais aussi que ça reste après ça dans le milieu de la recherche aussi. Donc, ça va être publié sous forme d'article, ce contenu-là. Ensuite de ça, il y a Cyril Simard qui dit « Je constate que, sauf pour ce qui est de la mobilité étudiante et de l'immigration,
le rapport fait peu état de l'internationalisation du collégial dans les autres aspects de l'équation. L'internationalisation des formations, activités de développement. Est-ce que ces aspects n'ont pas été investigués ou tout simplement que les acteurs consultés en ont peu parlé? Alors, vous avez bien vu, notre travail part d'une démarche empirique. Donc, il part des entretiens qu'on fait. Donc, les défis et les enjeux qu'on a identifiés, ce sont ceux qui ont été mentionnés par les directions consultées. Donc, c'est un travail qui est encore en cours, comme on le mentionnait. C'est une ébauche qu'on vous présente, puis on est encore intéressé à faire des entretiens. Donc, s'il y a d'autres enjeux, d'autres défis qui nous sont présentés, s'il y a d'autres personnes qui ont envie de nous rencontrer et de participer à des entretiens, ça va nous être possible d'ajouter d'autres aspects. C'est effectivement une thématique dont on nous a peu parlé pour l'instant. Je ne dirais pas parler, mais peu parler. C'est ce qui explique qu'il n'y a pas une partie de notre présentation qui porte spécifiquement sur ces questions-là. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont envie de nous partager votre vécu de direction, de directrice ou de directeur, ou qui ont du contenu à partager avec nous, n'hésitez surtout pas. J'ai mis mon courriel dans la conversation. Vous aviez nos 2 courriels aussi là, sur le PowerPoint. Ça va nous faire grand plaisir. On peut vous donner un rendez-vous Zoom, un rendez-vous Teams au téléphone. C'est vous qui choisissez. On va échanger avec vous. Donc oui, il y a encore des défis qui pourraient être ajoutés. Il y a encore du contenu qui n'a pas été abordé jusqu'à maintenant dans les entretiens. Notre objectif à nous, c'est de ne pas aller chercher du contenu, par exemple, qu'on retrouverait dans les écrits, mais qui n'a pas été mentionné par vous. On complète notre analyse par des choses qu'on retrouve dans les écrits, à condition que ça ait été mentionné par les directions. Parce qu'on veut vraiment que ça soit, voici les enjeux et défis identifiés par les directions. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous parle de l'internationalisation des formations, activités de développement, etc., oui, c'est un nouvel aspect qu'on pourra développer. Et sur toute la prochaine année, on va continuer à travailler. En fait, il va y avoir la publication d'un premier article, suite à quoi il va y avoir la publication aussi d'un chapitre de livre où on va livrer d'autres aspects qui n'ont pas été mentionnés dans le premier article. Donc, c'est vraiment un travail en continu. On est très ouvert à tout commentaire, toute suggestion, toute nuance qui peut nous permettre d'avoir un portrait plus complet et qui nous permet aussi de mentionner tous les enjeux et défis auxquels vous faites face. Jason, si tu permets, peut-être pour répondre à la question de Mélanie Quickla, savoir qu'est-ce qui va être fait en termes de promotion du document, Jason a présenté quelques éléments. Donc, ça va être diffusé dans certains médias ou certaines tribunes. Pour ce qui a trait au RCCFC, c'est évident qu'on veut que ce document-là soit utilisé à son plein potentiel. Il sera bien sûr présenté aux décideurs politiques ici à Ottawa, mais c'est certain que les organismes membres, les cégeps et collèges membres peuvent les utiliser également pour essayer de sensibiliser leurs décideurs dans leur province ou leur territoire. Alors, nous, c'est certain qu'on va l'avoir sur notre site Web une fois complété et qu'on va en faire la promotion le plus possible. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Jason, si tu veux regarder avec moi. Oui. Il y a Benoît qui a levé la main. Ah, vas-y, Marc. Je dis il y a Benoît qui a levé la main. Ah, Benoît Hubert. Benoît Hubert. Merci beaucoup. Je me demandais si, Jason et Marc, dans les entretiens, s'il y avait eu des suggestions de mécanismes à institutionnaliser pour inciter et faciliter les collaborations. Juste un titre d'exemple, en Ontario, il existe le CATON, qui est un mécanisme financé par le gouvernement de l'Ontario qui facilite les collaborations entre collèges, universités et partenaires postsecondaires. Je ne connais plus les détails de leur élan des dernières années, mais je me demande s'il y a eu des suggestions de mécanismes comme ceux-là qui peuvent faciliter, inciter, parce que le principe d'éviter la compétition, si je peux le dire ainsi, est beau en soi, mais je pense que lorsqu'il y a des mécanismes qui favorisent la collaboration, c'est peut-être plus utile pour réellement trouver des passerelles. Donc, oui, je peux peut-être apporter une précision ici. Au niveau du RCCFC, ça fait au moins, je crois, sinon plus d'une quinzaine d'années qu'on offre du financement avec un fonds qui s'appelle le Fonds de partenariat au collégial, qui est financé par le gouvernement fédéral, mais également financé par le gouvernement de l'Ontario, le gouvernement du Québec, du Nouveau-Brunswick et à certains moments donnés de la Nouvelle-Écosse. Et justement, cet argent-là, dans ce fonds,
est mis à la disposition de nos membres pour des projets de collaboration. Et si vous allez sur notre site web, vous allez voir de nombreux projets entre nos membres, les collèges et les cégeps, qui ont donné des excellents résultats. Il y a eu des innovations, il y a encore de nos jours beaucoup de partenariats qui demeurent, mais je pense qu'on a un certain montant d'argent pour aider ces projets de collaboration-là, mais c'est certain qu'on voudrait en avoir davantage, parce que c'est vraiment une piste qui est très, très appréciée de nos membres et qui également peut donner beaucoup d'impact et qui a donné beaucoup d'impact. C'est une excellente suggestion. Merci. Il y a dans la question de Benoît une partie aussi qui revient dans le clavardage, c'est-à-dire qu'il y a une partie du travail qui est un peu de rédiger un portrait, ensuite de ça, identifier les enjeux et défis qui se présentent. Et il y a une troisième partie qu'on travaille en parallèle avec Jean, qui est d'aller vers des pistes de solutions, des façons de faire, des plans, vers un plan d'action. Ça, évidemment, ça va être le travail de Jean, la direction, avec son conseil d'administration, de voir dans quelle direction ils vont à partir du travail qu'on va avoir fait. On ne retrouvera pas dans l'article et dans le chapitre les solutions envisagées. Ce ne sera pas là que ça va se retrouver, mais on travaille déjà avec Jean sur un document où on a dégagé un ensemble de solutions à ces défis-là qui ont été partagés par des directions. On me pose la question, est-ce qu'il y en a des solutions qui ont été envisagées ou est-ce qu'il y a une collaboration interinstitutionnelle qui peut permettre des solutions pour pallier aux contraintes auxquelles on fait face? Je vous en donne quelques exemples rapidement. Il y en a qui considèrent, par exemple, que la RCCFC pourrait jouer un rôle dans la collaboration interinstitutionnelle pour améliorer la mobilité, dans la collaboration interinstitutionnelle pour faciliter la reconnaissance et des crédits et des compétences, que c'est quand même deux choses différentes. Que le RCCFC pourrait jouer un rôle aussi dans valoriser la mobilité, valoriser les partenariats entre les institutions. Il y en a qui ont mentionné aussi que dans les difficultés propres à la collaboration avec le milieu universitaire, le RCCFC pourrait jouer un rôle aussi de montrer un peu quelles sont les spécificités des mandats pour l'instant dans les différences qui existent entre les universités et les collèges et les cégeps et de quelle façon on peut favoriser les collaborations, jouer un rôle un peu d'expliquer aux universités comment on peut bien collaborer avec des cégeps et des collèges et le contraire aussi. Et il y en a qui ont très spécifiquement considéré que la RCCFC pourrait jouer un rôle aussi sur la façon de rendre le développement de la recherche plus viable dans les collèges et les cégeps et comment on pourrait soutenir les professeurs qui veulent faire de la recherche, notamment dans les différences de taille entre les cégeps. Parce que c'est pas vrai qu'un très petit collège peut avoir les mêmes ressources qu'un grand collège. Mais est-ce que le RCCFC pourrait jouer un rôle dans la possibilité que les différentes institutions s'entraident? Alors, par exemple, un collège qui a beaucoup de ressources, mais qui manque de professeurs pour participer à certains projets, ce qui pourrait éviter des professeurs qui ont envie de faire de la recherche dans un plus petit collège puis qui n'ont pas de structure. Est-ce qu'ils pourraient être invités dans un autre à être collaborateurs? Est-ce que dans certains petits collèges pourraient bénéficier un peu de l'aide structurelle d'un plus grand collège? Des choses comme ça, mais aussi échanger sur les pratiques gagnantes. Qu'est-ce qui fonctionne bien? De quelle façon est-ce qu'on peut envisager devenir agile dans l'accueil de projets et dans le dégagement des profs? Ça semble être un enjeu un peu partout. Ça, c'est toutes des choses qui ont été mentionnées. Et à chaque fois, ce qu'on dit, c'est que ce serait bien que le RCCFC permette des échanges, permette qu'on mutualise nos efforts. Puis ce qui ressort beaucoup, hein, ça c'était très présent chez toutes les directions, c'est déjà si on travaille davantage en réseau, ensemble, par rapport à tous ces enjeux-là, bien, on partagerait les pratiques qui fonctionnent bien, on pourrait s'accompagner, on pourrait s'appuyer, puis des fois, au lieu de diviser nos efforts, bien, on travaillerait tous ensemble, un enjeu à la fois. Donc, le travail, pour résumer ce que je viens de dire, là, le travail est en trois parties. On veut créer un portrait le plus nuancé possible, le plus à jour possible. On veut identifier les enjeux et défis. Et avec Jean et ce conseil d'administration, on veut, à partir de ça, voir quelles solutions, effectivement, peuvent être envisagées pour les différents enjeux et défis
et proposer un plan d'action. Mais ça, évidemment, c'est le travail de la direction du RCCFC rendu là, de vous proposer un plan d'action à ses membres puis des programmes par rapport à ça. Je regarde s'il y a d'autres commentaires. Est-ce qu'il y a une question de Martin Normand de la CUFC? Je ne sais pas si tu as le temps de la lire. Donc, ça dit « Merci beaucoup pour ce riche travail qui sera utile dans le cadre de la démarche des États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire. Je me permets une question. Au-delà du souhait de collaborer, les directions des établissements ont-elles discuté des défis et des obstacles à la collaboration interinstitutionnelle et des solutions pour y pallier? » Oui. Dans ce qui est ressorti, il y a des obstacles à se retrouver ensemble justement pour collaborer, là, même cette première étape-là, juste avoir un temps ensemble. Il y en a qui ont identifié un bienfait de la pandémie. Là. Au moins, il y en a quelques-uns. Ils ont dit, on a appris à travailler ensemble à distance plus facilement. Alors, tout le monde a appris qu'on n'est pas obligé nécessairement d'avoir une rencontre en personne, on n'est pas obligé de se déplacer. On peut faire des rencontres facilement sur Zoom, Teams ou d'autres outils. Donc, il y en a beaucoup qui ont mentionné qui pensaient que ce serait probablement plus facile à l'avenir de collaborer sur des enjeux très précis, des défis très précis, et ne pas attendre une rencontre qui arrive 3 mois plus tard, mais de pouvoir provoquer des rencontres plus rapidement dans des comités de travail très spécifiques pour améliorer la collaboration. Il y en a qui disaient déjà juste de se dire « OK, on s'assoit ensemble », ou plutôt on se retrouve à l'écran ensemble rapidement, puis on en parle. Il y en a qui disaient déjà ça, ça va provoquer un peu le fait de travailler ensemble. Après ça, il y en a qui disaient probablement qu'il faudra identifier clairement lesquels enjeux et défis on veut travailler en premier, avoir une certaine priorisation pour ne pas se retrouver à tout travailler en même temps, et avoir des comités de travail pour identifier des solutions et contourner les contraintes qui existent qui empêchent de travailler ensemble. Il y a aussi... Excuse-moi. Oui, il y a aussi des gens qui ont dit qu'il y a quand même plusieurs tables, comme le RCCFC. Je vois présente, par exemple, l'Association canadienne l'Association des collèges et universités du francophone du Canada, la francophonie canadienne. On a mentionné CICAN, qui est l'autre association canadienne de tous les collèges. Il y a le Consortium national de développement des ressources pédagogiques pour le collégial en français, qui sont des tables qui pourraient peut-être travailler davantage ensemble pour aborder certains enjeux qu'ils ont en commun aussi. Excellent. Alors, je pense qu'on a pas mal fait le tour des questions. Peut-être en prendre une petite dernière parce que nous sommes maintenant à 13 heures. Alors, si je n'entends personne prendre la parole, on peut peut-être compléter la présentation. Alors, donc, écoutez, on vous invite aussi donc à nous faire part de vos idées si vous envoyez par courriel ou autre. Comme on dit, on est toujours en termes de validation et d'enrichissement de notre démarche de recherche. Donc, excellent. Vos points de vue seront les bienvenus. De Jason à l'écran. Donc, n'hésitez pas à lui faire parvenir un petit courriel avec vos commentaires ou vos questions. Bien, merci beaucoup, en tout cas, de votre présence aujourd'hui pour la présentation de cet important document pour l'avenir et le développement du collégial en français au Canada. Au nom du RCCFC, merci beaucoup et je vous invite à notre prochain événement qui sera le congrès annuel 2021 du RCCFC le 4 novembre prochain. C'est un jeudi à compter de 10 heures et on aura à ce moment-là une présentation d'une professionnelle coach qui nous présentera comme conférence comment structurer un écosystème collaboratif et inspirer le dépassement de soi, les compétences collectives au cœur d'un leadership inspirant et innovant. Alors, pour vous inscrire au congrès du RCCFC, je vous invite à vous rendre sur le site web du RCCFC au rccfc.ca. Alors, merci beaucoup tout le monde et à bientôt.